Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette septième édition des Connexions sur le thème de l'Europe. Je vous remercie de vous être inscrits nombreux à ces connexions. Et avant d'en dire davantage sur le sujet du jour, je voudrais rappeler brièvement ce qu'est le pôle patrimoine. Alors, le pôle patrimoine a été créé en septembre 2018 à la suite de plusieurs années d'échanges dans le cadre de la Conférence régionale consultative de la culture, CRCC, à laquelle certains d'entre vous ont peut-être participé et qui avait été réunie à l'initiative du Conseil régional des Pays de la Loire. Le pôle patrimoine est le cinquième pôle culturel après ceux des musiques actuelles, du livre et de la lecture, des arts visuels et du cinéma. Comme l'indique son sous-titre, il s'agit d'un réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel, car très tôt, dans le cadre de la CRCC, les acteurs du patrimoine ont manifesté leur désir de mieux se connaître et de travailler ensemble. Aujourd'hui, le pôle patrimoine compte une petite centaine d'adhérents qui sont tous des personnes morales avec des statuts divers. Il y a des collectivités, des entreprises, des musées, des organismes de formation, des associations, etc. Je n'insiste pas davantage sur la structuration du pôle, mais nous pourrons bien sûr répondre à vos questions si besoin. Le pôle patrimoine est soutenu financièrement, entre autres, par la région Pays de la Loire et par la DRAC, qui sont également membres de droit. Je salue d'ailleurs la présence d'Alexandra Manière, qui représente la DRAC et qui suit très assidûment ces rencontres depuis le début. En 2021, le pôle patrimoine a lancé un nouveau format de rencontre à destination des adhérents et des acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire, appelé Connexions. Ces rencontres se déroulent en ligne ou en présentiel en fonction de la situation sanitaire. Et le programme est défini en fonction des attentes et des besoins qui ont été exprimés par les membres de l'association et aussi par les tendances du secteur. Ainsi, elles répondent à trois objectifs essentiellement. Premier objectif, c'est l'observation du secteur par l'expression libre des participants sur un thème, le point de départ d'atelier ou d'enquête. Le deuxième objectif, c'est le transfert et l'échange de connaissances et de bonnes pratiques. Et le troisième, la coopération avec la mise en place d'un groupe de travail sur un thème particulier si les personnes sont suffisamment intéressées. Alors pour cette septième édition, nous avons souhaité évoquer la question de l'Europe et des rapports que ces institutions entretiennent avec le patrimoine. Quelle est la place et le rôle du patrimoine en Europe? Voilà une question qui est mal connue par beaucoup d'entre nous, il faut bien l'avouer. Et je voudrais remercier très chaleureusement Claire Giraud-Labalt qui connaît très bien ces questions parce que cela fait des années qu'elle participe à des travaux sur le patrimoine et la culture dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elle va peut-être elle-même vous donner davantage de détails sur son travail dans le cadre de son intervention. De notre côté, nous connaissons très bien Claire, bien sûr, parce qu'elle a été la première présidente du pôle patrimoine de sa création jusqu'en juin dernier. Je remercie également, bien sûr, Madame Céline Arquette, directrice de la Maison de l'Europe, qui a bien voulu prendre le temps, malgré un programme très chargé, de participer à cette rencontre. Je donne la parole à Claire Giraud-Labalt, donc qui est présidente de Territoire Imaginaire et présidente du pôle patrimoine, pour le début, la première intervention. Tout d'abord, je remercie le pôle d'avoir fait une suite positive à ma proposition ancienne déjà d'aborder la question de l'Europe lors des connexions. Parce qu'effectivement, je pars du constat que le sujet n'est pas toujours très bien connu et que l'Europe paraît souvent loin. Hein. Donc ici, le propos ne va pas être de découvrir le patrimoine européen, ni de rentrer dans le détail de l'histoire de l'Europe,
mais plutôt de chercher avec vous à mettre en lumière, à travers plusieurs marqueurs, l'évolution du rôle et de la place du patrimoine au niveau européen depuis plusieurs décennies. Alors, mon propos sera fondé, bien sûr, sur des textes qui expliquent un peu cette évolution, également sur des actions marquantes et puis sur des exemples concrets auxquels j'ai participé. Donc, bien sûr, j'ai effectué des choix. Alors, quand on parle de l'Europe et du patrimoine ici, pourquoi j'aborde ce sujet? Bon, en 2 mots, ça correspond à un engagement, Marie-Louise l'a signalé, un engagement personnel et professionnel de longue date qui à la fois se situe au niveau régional, enfin local régional, et au niveau européen. Donc ça, c'est un peu la marque de fabrique de travailler sur ces 2 niveaux, parce que je crois qu'il y a des choses tout à fait intéressantes qui ne sont pas très connues, et en même temps, il y a aussi des dysfonctionnements, des points d'amélioration. Donc là, ça correspond vraiment à un engagement. Alors, en plus, cet engagement, il est doublé d'un constat, je vous l'ai dit, à savoir que l'Europe, du point de vue culturel, du point de vue institutionnel, est souvent mal connue, et que je suis toujours un petit peu chagrinée quand quelque chose ne fonctionne pas sur un plan national. Généralement, nos équipes politiques ont tendance à prendre l'Europe et l'Union européenne comme responsables, ce qui est parfois vrai. Il y a des défaillances et des erreurs, mais ça n'est pas toujours le cas. Et puis, quand en revanche, il y a des choses qui sont intéressantes au niveau européen, elles ne sont pas toujours signalées comme telles. Donc ça, c'est un élément qui me semble important. Et puis, dernier point qui quelquefois me chagrine, c'est que je comprends lorsqu'on travaille dans le secteur du patrimoine et le secteur culturel que l'on cherche à obtenir, à bénéficier des programmes de financement, et ça c'est tout à fait légitime, et je pense même que nous ne le faisons pas assez. Mais l'Europe n'est pas simplement un tiroir-caisse, n'est pas simplement un guichet de subventions. Et il me semble que si on a l'intention de développer des projets avec l'assistance financière européenne ou des projets européens, il me semble important d'avoir un peu une connaissance préalable de cet univers. Voilà un petit peu pourquoi j'interviens sur le sujet. Alors, en plus, l'actualité se prête, bien évidemment. Et il est évident que je souhaitais que cette intervention puisse se faire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Donc, voilà un élément qui est plutôt de nature à rapprocher le citoyen de l'Europe, parce qu'on entend parler presque quotidiennement de cette présidence française sans bien toujours savoir exactement de quoi il retourne. Récemment, il y a eu également un colloque qui est intitulé « Un patrimoine pour l'avenir et une science pour le patrimoine ». Et là, on voyait bien sur le plan national l'envie de chercheurs, notamment dans tous les domaines liés au patrimoine, l'envie de ces chercheurs de se rapprocher, de mieux comprendre l'instance européenne pour développer des projets. Enfin, et d'ailleurs la précédente date que nous avons bougée se trouvait coincée finalement entre ce colloque et une journée organisée par la région sur les programmes européens et le soutien à la culture. Et donc là aussi, il me semblait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il me semblait important de développer en quelque sorte une culture européenne avant de rentrer dans le vif du sujet et d'approcher ces programmes. D'ailleurs, je le signale, et ça avait été dit, je crois, dans l'annonce, je n'aborderai pas du tout le détail des programmes européens. Ça fait référence à des compétences très spécifiques que je n'ai pas. En fait, si je suis intervenue quelquefois sur le plan européen, dans des travaux de groupe, c'est plutôt en amont pour définir des programmes ou éventuellement en aval pour pouvoir les évaluer. Mais personnellement, je ne me sens pas capable d'élaborer seul un projet européen. Ce sont souvent des choses complexes. Et dernier point, triste point d'actualité brûlante, si je puis dire, c'est la guerre en Ukraine.
Et de ce point de vue, si on revoit la carte de tout à l'heure, vous voyez, l'Ukraine nous paraît loin, et actuellement, elle nous paraît très proche. Et je pense que pour la Maison de l'Europe, pour les personnes qui accueillent des réfugiés, eh bien, la question de l'Ukraine est tout à fait une question d'actualité. Et bien évidemment, nous sommes préoccupés, chamboulés, perturbés, et d'autres mots plus graves encore, par la situation des personnes, une situation absolument dramatique. Et également, il y a une préoccupation sur le plan de la culture et du patrimoine. Et je peux vous dire que déjà sur le plan européen, il y a des collaborations qui justement se mettent en place. Parce que d'un certain point de vue, on est déjà obligé, vous voyez, de penser à l'avenir, de penser à la reconstruction des villes et de voir comment préserver le patrimoine. Donc, c'est dans ce cadre que se situe mon exposé et j'espère qu'il sera clair pour vous. Alors, avant de rentrer dans le détail, il me semble important de redonner quelques petits repères. Alors, j'ai mis une série de dates, on ne va pas les regarder dans le détail. Je pense qu'il y a déjà une césure. La césure correspondrait dans notre auditoire à des personnes qui étaient déjà nées, on peut dire, dans les années 70 et les personnes qui sont nées après les années 70. Si je parle de cette césure, c'est que je l'ai constatée en travaillant avec des jeunes étudiants et récemment encore, parce que c'est la période qui se situe avant les années 70, vous voyez, ne parle pas du tout de la même manière à des plus jeunes. Or, pour des personnes qui sont nées avant les années 70, vous allez voir que ça fait référence à une autre partie de l'histoire du patrimoine. Alors, très vite, je prends quelques dates déjà pour la France. Bon, 1789 et la Révolution, mais cette date fait déjà suite en France et en Europe à des contacts, bien sûr, en Europe, à des correspondances, à des voyages, à des expériences, à des amitiés qui se sont créées et développées au niveau européen. On est à ce moment-là, après 1789, après la Révolution, dans le temps que l'on appelle en France le temps des monuments, le temps des monuments historiques. Et la première politique de ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine, mais qui s'appelait à l'époque les monuments historiques, est née dans les années 1830. 1913, vous voyez, très très vite, c'est la loi de protection sur les monuments historiques en France, et 1930, la loi sur les paysages. Donc, bien sûr, ces lois-là vont être modifiées, mais là, je vous donne juste quelques petits points de repère. Si je m'arrête sur le plan européen, vous voyez, aux années 1930, je constate qu'aussi, dans d'autres pays, comme l'Allemagne, en 1810, il va y avoir le premier inventaire et 1902, la première loi de protection. Et il faut attendre, vous voyez, on est en 1880 pour la Hongrie et les mêmes années pour la Finlande et 1902, comme pour en Allemagne, il faut attendre 1902 en Italie pour voir une loi de protection. Vous voyez, ça c'est ce qui se passe en quelques mots simplement, en France et en Europe, avant le XXe siècle, et je serais tentée de dire avant les deux guerres mondiales. Pour la France, je vous déroule tout de suite quand même les dates parce que c'est important qu'on puisse se raccrocher aussi à notre histoire nationale. 1959, c'est la création du ministère de la Culture avec Malraux. Mais à ce moment-là, on parle encore des monuments historiques. 1962, c'est la loi de Malraux sur les secteurs sauvegardés. Et là, on va commencer à apercevoir, je vous l'ai noté en bleu, une date importante pour l'histoire du patrimoine, c'est la date de 1975. Les autres dates, on aura l'occasion de les mentionner par la suite. Donc, je me suis arrêtée tout à l'heure, je vous ai dit, au moment des guerres. Et ça, c'est très, très important. Alors, bien sûr, je vous ai dit que je travaillais à grands traits. Donc, bien sûr, on pourrait parler de ce qui se passe entre les deux guerres et après la Première Guerre mondiale. Mais
l'élément vraiment, les dates fondamentalement importantes, ce sont les dates, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à partir de 1945, voit le jour vraiment une préoccupation internationale concernant ce que nous appelons aujourd'hui le patrimoine. Donc là, je pense qu'on est obligé de mentionner, vous voyez, la création de l'ONU en 1945, et en même temps que l'on va créer l'ONU, on va créer en 1945 l'UNESCO. Et que dit le préambule de la constitution de l'UNESCO? Écoutez bien, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Mais à ce moment-là, vous voyez, si je vous, on n'a pas l'occasion de dialoguer, mais si je vous demandais ce que représentait pour vous l'UNESCO, il y a de fortes chances que vous répondiez par la liste du patrimoine mondial. Or, à cette époque-là, il n'est pas question de patrimoine mondial. L'UNESCO s'intéresse à l'éducation, la science et la culture. Alors, on pourrait dire que le patrimoine fait partie de la culture, mais il n'y a pas de liste du patrimoine mondial. Et donc, l'UNESCO, évidemment, je parle de l'Europe, mais l'Europe est concernée par la création, bien évidemment, de l'UNESCO. Quand on parle de l'Europe aujourd'hui, on pense souvent Union européenne, mais il faut absolument voir les deux institutions, l'Union européenne et même essentiellement et principalement le Conseil de l'Europe, qui lui est né aussi après la guerre en 1949. Je vous en redirai deux mots, et qui va fonder son existence sur la question du droit, du respect du droit, et c'est toujours quelque chose de très, très important aujourd'hui pour le Conseil de l'Europe, et basé sur la Convention culturelle européenne de 1954. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et quand on parle de l'Union européenne, vous voyez qu'elle est plus tardive, puisque l'Europe des six date de 1957, et à ce moment-là, on ne fait référence qu'à une coopération économique. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'intégrer la question de l'Europe et du patrimoine par rapport à cette situation. En même temps, qu'est-ce qui se passe après-guerre? Et là, j'ai pensé aux Maisons de l'Europe. C'est dans le mouvement d'après-guerre, à la fin des années 40, qu'il y a un mouvement qui va aussi se développer dans les villes, les collectivités, et un mouvement de citoyens, souvent nés de la résistance, dont le but est de tisser des liens entre les peuples qui étaient autrefois ennemis, c'était notamment le cas entre la France et l'Allemagne, et il fallait faciliter la réconciliation après la guerre. C'est à cette période-là, sauf erreur de ma part, qu'ont été créées les maisons de l'Europe, dont Mme Marpet parlera tout à l'heure, et qu'ont commencé à naître les jumelages entre les communes et les régions. Là aussi, je ne développe pas, mais c'est aussi un point tout à fait, qui serait tout à fait intéressant à développer. Je reviens en quelques mots, si vous le voulez bien, au Conseil de l'Europe. Pardon. Alors, le Conseil de l'Europe a été inspiré par différentes personnes, notamment Churchill, qui pensait que si l'Europe pouvait s'unir pour jouir d'un héritage commun, ce serait quelque chose de très positif. Et en tout cas, là, le Conseil de l'Europe montre bien son souci de réguler le droit de la guerre, le droit de la paix. C'est là qu'il y a les grands congrès de la Haye, et d'ailleurs des congrès et des textes qui vont toujours avoir de l'importance dans des périodes de conflit. Donc, le Conseil de l'Europe va être créé à Londres en mai 1949 par 10 pays fondateurs, dont la France et le Royaume-Uni, et le siège a été décrété à Strasbourg. Et le siège a toujours lieu à Strasbourg. Et l'organisation s'est développée à partir de 10 pays fondateurs. Mais vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de l'Ukraine, qui nous paraît loin et qui n'est pas
dans l'Union européenne et qui voudrait se porter candidate pour être dans l'Union européenne, vous remarquez que l'Ukraine fait partie, est membre du Conseil de l'Europe, de même que la Turquie, de même évidemment que les pays baltes et même la Russie, si ce n'est que la Russie a été suspendue dès le 24 février. Elle n'est pas retirée du Conseil de l'Europe, mais il y a eu une suspension immédiate. Alors, bien sûr, il va falloir du temps, hein, et ça, c'est aussi important pour l'Europe, pour faire évoluer le profil, je pourrais dire, du Conseil de l'Europe entre les 10 pays fondateurs en 1949 et les 47 États membres, voyez, hein, qui vont pratiquement constituer le nombre actuel, mais surtout après la chute du mur de Berlin en 1989. Et là aussi, vous voyez, je reviens à l'histoire. Là, on pourrait dire, maintenant, on parle du patrimoine et de l'Europe, et pourquoi est-ce que l'on reparle de l'histoire? Parce qu'on oublie très vite ces éléments de l'histoire. Et on oublie très vite quand on regarde même l'Union européenne que des pays qui nous semblent aujourd'hui complètement voisins, parce que l'on peut circuler librement, il y a peu de temps encore, hein, nous étaient séparés de nous par des frontières, par différents régimes politiques, etc. Alors, qu'est-ce qui est important pour le Conseil de l'Europe? C'est la question du droit, du respect du droit, la question de la démocratie, hein, et vous remarquez également ce que je vous indiquais là, l'importance de la diversité des cultures, des arts, du patrimoine culturel et naturel, essentiel au développement d'une véritable ouverture d'esprit et des droits fondamentaux. Ça, c'est le combat du Conseil de l'Europe depuis 1949. Et ce combat-là est toujours plus que jamais d'actualité. Hein. Donc, vous voyez, si vous faites le lien avec ce qu'on entend, avec les commentaires qui sont faits aujourd'hui sur la fragilité de la démocratie, enfin, vous voyez, sur beaucoup d'éléments qui touchent à ces questions-là, eh bien, on voit que le Conseil de l'Europe aborde la question de la culture et du patrimoine, mais ces questions sont tout à fait liées à des questions essentielles touchant au droit et à la démocratie. Hein. Sachant que ces éléments-là relient les pays États membres du Conseil, enfin, sont censés relier les pays États membres du Conseil de l'Europe, mais ne sont pas forcément partagés par d'autres pays dans le monde. Hein. Quelquefois, on a tendance à avoir une vision un peu ethnocentrée. Et aujourd'hui, au Conseil de l'Europe, la direction de la culture et du patrimoine culturel et naturel fait partie de la grande direction intitulée démocratie. Voyez, donc, j'insiste là-dessus parce que quand nous, on aborde les questions de patrimoine, on ne les aborde pas par ce biais, on pourrait dire, de la démocratie. Alors, voilà un petit peu pour le Conseil de l'Europe et sa mission principale, je vous l'ai dit, c'est de promouvoir la démocratie, de protéger les droits de l'homme et l'état de droit en Europe. Et puis le Conseil de l'Europe vise à encadrer toute la collaboration européenne dans des domaines politiques, économiques, sociaux, juridiques, mais également culturels. Donc, à encadrer la collaboration. Donc, il ne faut pas imaginer que le Conseil de l'Europe va diriger nos vies, hein, et va nous donner des obligations. Le Conseil de l'Europe travaille à partir de chartes, de recommandations, d'inciter à la coopération, mais ça se fait par ce qu'on appelle la ratification des États membres qui vont adhérer ou non à tel ou tel texte et chercher à le mettre en application. Donc, depuis le départ, le Conseil de l'Europe cherche, vous voyez, à faciliter la collaboration entre les États membres. Alors, on a parlé entre les États membres, mais on verra comment ceci peut se décliner à différents niveaux. Hein. Alors, donc, le Conseil est à l'origine de certains instruments, des conventions, des chartes, des accords. Je vous en donnerai quelques exemples.
un exemple, en 1975, le Conseil de l'Europe, c'est toujours le même principe, travaille avec un groupe d'experts et va aboutir à la rédaction de la charte européenne pour le patrimoine architectural. Et cette charte est toujours valable. Et à ce moment-là, a été à l'origine de la première année européenne du patrimoine architectural qui a été lancée par le Conseil de l'Europe. Alors, on parle de l'année du patrimoine, mais c'était une année réservée au patrimoine architectural, qui est une année extrêmement importante en 1975, avec une sorte de motto, un avenir pour notre passé. Pardon. Alors, on a donc évoqué quelques dates avant la guerre, la période décisive de l'après-guerre, avec ces grandes institutions internationales au niveau mondial, au niveau de la Grande Europe et au niveau de l'Union européenne. Mais l'Union européenne démarre, je vous l'ai dit, déjà 6, par une coopération économique, je ne rentre pas dans le détail, qui va se développer progressivement jusqu'à notre Europe des 28, qui est maintenant à nouveau à l'Europe des 27. Dans un premier temps, il n'y a pas d'accent porté véritablement sur le patrimoine et la culture. C'est plutôt le Conseil de l'Europe qui est en avant-garde sur ces questions-là. Juste un petit rappel, voyez, par rapport aussi à l'actualité, par rapport à l'évolution de l'Europe, montrer des choses que l'on a eu tendance à oublier. En 1986, on passe de l'Europe des 6 à l'Europe des 12. Donc, on va ajouter le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce en 1981. Alors, si je vous demandais, tiens, pourquoi la Grèce n'intervient-elle dans l'Union européenne qu'en 1981? Eh bien, juste, vous voyez, pour rappeler, la Grèce a connu la dictature des colonels entre 1967 et 1974. Donc là, on était dans un régime de dictature. Maintenant, on a nos voisins, tout le monde pense pour les vacances à l'Espagne et au Portugal. Vraiment, on a des voisins extrêmement proches. Mais l'Espagne et le Portugal ne sont rentrés que plus tardivement, dans les années 80, en 86, dans l'Union européenne. Mais le Portugal sortait simplement en 1974 de la dictature de Salazar. Et pareil pour l'Espagne avec la dictature de Franco. Vous voyez? Donc ça, c'est pour vous montrer aussi tout le processus de construction de l'Union européenne, pas simplement sur le plan politique, mais on pourrait développer derrière toutes les questions patrimoniales et culturelles et toute la question des mémoires qui ne sont pas toujours univoques, bien évidemment. Et donc, en 92, on a toujours l'Europe des 12. Donc, à ce moment-là, l'Union européenne va chercher à harmoniser des politiques ou des façons de faire dans différents domaines, dans les différents États membres, dont dans le domaine de la culture. Et on commence plutôt par essayer d'harmoniser des manières de faire. Partant du principe que l'Union européenne, c'est avant tout l'union des peuples qui, dans leur diversité, partagent une longue histoire parfois complexe, et une culture aux expressions diverses. Qu'est-ce qui se passe sur le plan du patrimoine? Quelles sont les initiatives européennes avant 1992? Donc, elles existent. Elles continuent d'ailleurs à se développer, mais elles sont encore relativement ponctuelles. Donc, je vous ai mis les petits drapeaux, parce que dans certains cas, donc j'espère que ce sera clair pour vous, il s'agit d'une opération du Conseil de l'Europe ou d'une opération de l'Union européenne, et dans certains cas, on va pouvoir parler d'actions jointes. Il y a d'abord les itinéraires culturels européens, mis en place par le Conseil de l'Europe, puis les capitales européennes de la culture, par l'UE,
Et enfin, alors là, je vous ai mis le sigle, les JPOMH. Maintenant, on parle des Journées du patrimoine, mais il s'agissait à l'origine des Journées portes ouvertes des monuments historiques. Alors, je vous donne un exemple pour les itinéraires culturels européens. Donc, ils ont été lancés, comme je vous l'ai dit, par le Conseil de l'Europe en 1987, avec déjà un objectif à la fois touristique, mais également de démontrer que les différents pays d'Europe contribuent au patrimoine culturel commun à travers le temps, à travers l'espace et en mettant en avant différentes thématiques. Alors ici, j'ai pris un exemple qui concerne notre région, c'est l'itinéraire Saint-Martin de Tours, c'est le 10e itinéraire et qui concerne plusieurs pays, puisqu'il concerne aussi bien la France que la Hongrie. Il y a 10 pays concernés par cet itinéraire culturel. Alors, qui est un programme qui n'est pas toujours bien connu, mais qui est tout à fait intéressant et qui a vocation aussi à se développer, à se renforcer. Il y a un autre programme, de l'Union, cette fois européenne, ce sont les capitales européennes de la culture. Alors l'idée, parce que souvent, ça me permet de vous dire aussi que un projet peut naître de différentes manières. Dans le cas des capitales européennes, l'histoire veut que l'idée était donnée par Mélina Mercouri, qui était donc une actrice et qui était ministre de la Culture en Grèce et qui a eu cette idée des villes européennes de la culture. Et d'ailleurs, pour lui rendre hommage, en quelque sorte, c'est Jacques Lang, le ministre de la Culture en France, qui a remis sur la table ce projet et fait en sorte que Athènes soit la première ville européenne de la culture en 1987, si ma mémoire est bonne. Là, je vous donne l'exemple de Lille, qui a été capitale européenne en 2004, avec une très belle œuvre d'art, La forêt suspendue, donc conçue par Lucie Lhomme. Alors, quand je vous parle du plan, vous voyez, je vous avais dit des exemples concrets, du plan régional et international. Bon, là, avec l'itinéraire Saint-Martin de Tours, ça touche à la Touraine, mais également au Saumurois. Donc, l'itinéraire concerne notre région. Est-ce que l'on s'en saisit? Est-ce que l'on ne s'en saisit pas? Et pour Lille, donc, c'est Lucie Lhomme, c'est-à-dire un groupe de scénographes, d'artistes angevins qui ont été primés pour créer la forêt suspendue en 2004 à Lille. Donc, ça concerne également notre région. Alors, j'arrive ici à un élément extrêmement connu de tous. C'est vraiment une des actions les plus réputées, les plus populaires avec les journées européennes du patrimoine. Mais là aussi, on croit toujours que hop, les journées sont nées comme cela. Non, en réalité, là, dans le cas présent, c'est une initiative française de Jacques Lang, vous savez, au moment où on a créé la fête de la musique, etc. Et on a créé en 1984, et je me plais à le rappeler, ce qu'on appelait la journée portes ouvertes dans les monuments historiques. Donc là, je ne veux pas redétailler l'histoire, mais il y avait bien une raison précise. Et au départ, cette journée concernait ce qu'on appelle encore en France les monuments historiques, c'est-à-dire le patrimoine qui est protégé au titre de la loi sur les monuments historiques. Alors que maintenant, quand on parle journée du patrimoine, on entend tout type de patrimoine, qu'il soit protégé ou non protégé. Donc, on est parti de cette initiative française en 1984 et en plusieurs étapes, sans rentrer dans le détail, eh bien, cette initiative est devenue les journées européennes du patrimoine, avec le sigle ici. Et donc là, on a affaire à une opération conjointe entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne pour cet événement, encore une fois, je vous l'ai dit, qui est extrêmement populaire et qui répond à des différentes thématiques. 2022, si ma mémoire est bonne, le thème portera sur la jeunesse, qui en même temps est l'année européenne consacrée à ce thème.
Donc, on arrive, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on arrivait à peu près en 92. Donc, si on considère maintenant 1989 à 2009, pourquoi j'ai pris 2009? Parce que c'est une date très importante que la chute du mur de Berlin et de la chute de l'Empire soviétique, ce qui va correspondre progressivement à l'élargissement du Conseil de l'Europe d'un côté et à l'élargissement par étapes de l'Union européenne. Alors, je vous ai dit qu'il y avait déjà des initiatives ponctuelles avant 1992 qui sont reprises et qui continuent toujours de se développer. Et en 92, c'est donc l'année du traité de Maastricht. Et à ce moment-là, la culture devient une compétence de l'UE. Les actions doivent participer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Mais l'Union européenne, par le principe de la subsidiarité, vient en appui à quelque chose qui doit exister auparavant. Ce n'est pas l'Europe qui décide de ce qui touche à la culture des États ou au patrimoine des États. Ça, c'est un élément très important à rappeler. Dans le même temps, alors je vous ai mis exprès des couleurs différentes, mais parce que je ne peux pas me départir, je ne peux pas régler que la question de l'Union européenne, il faut savoir qu'en même temps, il se passe des choses. Et quand on intervient sur le plan européen, on voit bien comment se fait, si vous voulez, la porosité entre ce qui peut se passer à l'UNESCO, ce qui se passe au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne. Chacun a ses missions, mais il y a des passerelles et on voit bien que les experts, les États membres, évidemment, vont réfléchir de manière à peu près commune dans un certain sens. Donc, je vous évoque là quelques conventions pour moi très importantes. 2 conventions, on va dire, du Conseil de l'Europe que j'ai mis en bleu, qui vont encadrer, vous voyez, 3 textes majeurs de l'UNESCO. Donc là, je ne développe pas l'UNESCO, mais il y a la déclaration sur la diversité culturelle, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2003, et puis la Convention sur la protection et promotion des expressions de la diversité culturelle en 2005. Vous vous doutez bien que cette question de la diversité culturelle est appréhendée d'un côté par l'UNESCO sur le plan mondial, mais elle parle évidemment au Conseil de l'Europe et à l'échelon européen, bien évidemment. Et donc, ces 3 textes de l'UNESCO se trouvent, on pourrait dire pas en sandwich, mais à peu près à la même époque que en 2000, la Convention européenne sur le paysage, ça c'est une convention extrêmement importante, la Convention de Florence, et en 2005, la Convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, que l'on appelle la Convention de Faro. Et ça, c'est une convention dont je veux vous reparler parce que c'est une convention extrêmement importante. Et puis après le traité de Maastricht, on va arriver, vous voyez, dans une bonne dizaine d'années plus tard, au traité de Lisbonne, qui peut être rédigé 2007, mais qui est mis en œuvre, qui entre en vigueur en décembre 2009. Et là, l'importance accordée à la culture se confirme. J'espère que c'est clair. C'est toujours difficile de parler sans voir l'auditoire. D'habitude, je m'appuie beaucoup sur le public. Pardon. Alors, je vous ai dit quelques mots sur Faro. Je veux relire avec vous la définition du patrimoine dans la Convention de Faro. Là, on quitte, vous allez voir, la notion qu'on appelait celle des monuments historiques, notamment en France, ou qui pouvait se résumer à un château, à une église. Vous voyez bien que depuis les années 70, et avec l'année européenne du patrimoine, et dans le contexte des années 70, déjà le cadre va s'élargir. Et le mot patrimoine en France va remplacer le terme de monument historique, sauf pour les monuments historiques protégés au titre de la loi. Là, c'est une catégorie particulière, mais on va plutôt prendre le mot patrimoine pour désigner un corpus beaucoup plus large, qui va concerner de l'habitat rural, des bateaux, des usines, du mobilier, etc. Donc cette notion-là,
se développe dans les années 1970. Et puis quelque chose se développe avec Faro, qui est tout à fait d'ailleurs dans la lignée du Conseil de l'Europe. On vous dit ici, le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé, ça c'est logique, que des personnes considèrent par le régime de propriété des biens comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs, etc., en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux. Donc là, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est vraiment une convention extrêmement importante. On voit déjà que la manière dont la société va percevoir son patrimoine est extrêmement importante, c'est quelque chose de principal dans la Convention de Faro, hein, et qu'en même temps, on vous parle de l'interaction entre les personnes et les lieux, et que cette interaction va même évoluer dans le temps. Hein. Alors, j'en profite pour dire que cette convention de Faro est ratifiée par un certain nombre de pays, de plus en plus de pays, n'est pas ratifiée par la France, pour des raisons de constitution. Parce qu'en France, on a un problème, une délicatesse avec la question de la communauté. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe d'une certaine manière que la convention soit ratifiée ou pas, bon, si elle n'est pas ratifiée, ça n'empêche pas du tout de travailler, ce que l'on appelle travailler avec l'esprit de Faro. Hein. Alors là, on est en 2005. Et maintenant, donc, on prépare le fameux traité de Lisbonne, hein, qui va être en 2009 le traité de fonctionnement de l'UE. Et là, je vous ai dit que la culture allait prendre vraiment une importance importante. Et je vous rappelle les articles dans lesquels on évoque cette importance de la culture et du patrimoine. Donc ça, c'est vraiment pas une lubie de gens passionnés par le patrimoine, c'est vraiment inscrit dans les traités. Le but de l'Union, article 3, va être de respecter la richesse de cette diversité culturelle et linguistique et veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel de l'Europe. Que l'Union est compétente dans le domaine de la culture pour mener des actions, pour appuyer, coordonner, compléter l'action des États membres. On ne vient pas se substituer aux États membres, mais on vient appuyer, coordonner, compléter, en fonction des objectifs retenus, bien évidemment. Et que l'Union doit contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale. Je vous rappelle la phrase, c'est l'unité dans la diversité. Alors, je reviens à, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens par une carte, la carte de la construction européenne. Ça, c'est vraiment pour nous rappeler comment l'Europe s'est constituée, là, au cours des décennies, depuis les années 60, on va dire pratiquement maintenant plus de 50 ans, 60 ans. Vous avez par couleur, ici, tous les pays fondateurs. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'Espagne et le Portugal qui ont pu adhérer après la fin de la dictature, de même pour la Grèce. On voit l'entrée de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche. Et puis, ce qui est notable également, c'est cette énorme série, pratiquement une dizaine de pays. Vous voyez, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et les 3 pays baltes qui sont entrés ici en 2004. Les 2 avant-derniers, la Roumanie et la Bulgarie. Et le dernier, si ma mémoire est bonne, 2013, c'est la Croatie. Voilà, pour ne pas oublier aussi l'histoire de la construction européenne, parce qu'on a tendance à penser maintenant que, moi, ça a toujours été comme ça. Non, c'est une histoire très récente et qui demande encore justement à être un peu mieux connue, ne serait-ce que sur le plan culturel. Alors, désormais, avec le traité de Lisbonne, le patrimoine culturel est hissé au rang des priorités de l'UE. Alors, à travers quelques éléments clés, quelques textes clés, ce qu'on appelle, par exemple, l'agenda européen
de la culture à l'ère de la mondialisation. Donc, dans ce cas-là, et dans le cas du texte en bas de 2014, en fait, il s'agit de communications qui sont faites par la Commission européenne, qui va s'adresser à la fois au Conseil, qui va s'adresser au Parlement, qui va s'adresser au Conseil économique et social et également au Comité des régions. Je n'entre pas sur les rôles respectifs, mais là, c'est aussi pour battre en brèche une idée souvent répandue qui consiste à dire c'est l'Europe qui décide, c'est la Commission qui décide tout. Non, la Commission propose, soit elle propose d'elle-même, soit même le Conseil demande à la Commission de travailler sur tel ou tel sujet et doit proposer des objectifs, un cadre d'action qui va être validé ou non, amendé, etc., par le Conseil, par le Parlement. Et puis, on demande aussi, de façon consultative, on demande l'avis au comité des régions. Ça, j'en reparle parce que c'est souvent on ne parle que de la Commission et on ne parle pas ni du Parlement, qui est quand même très important et qui joue un rôle important, et aussi sur le patrimoine. Et puis, le comité des régions, qui, pour moi, pourrait même jouer un rôle, même s'il a un rôle consultatif, pourrait jouer un rôle peut-être sans doute un peu plus important, qu'on ne mobilise peut-être pas assez, qu'on ne sollicite pas assez. Donc, dans l'agenda européen, donc cette commission-là, on va affirmer le rôle de la culture et du patrimoine dans les objectifs de l'UE. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis les objectifs de l'UE? C'est que les grands objectifs stratégiques peuvent être un objectif de solidarité, de croissance économique, etc. Donc, justement, vous allez voir à quelle idée on va arriver progressivement, parce qu'on pourrait dire, d'un côté, il y a l'économie, et la solidarité, et de l'autre, il y a le patrimoine. Mais on va voir comment les choses évoluent. Et en même temps, dans cet agenda, on ne remet pas, on ne jette pas du tout ce qui a été fait auparavant, mais on pense qu'il faut évoluer dans la manière de travailler, de coopérer. Et l'Europe propose des nouveaux partenariats et des nouvelles méthodes de travail. Et là, vous allez voir, enfin, moi, je peux en parler parce que là, je suis vraiment depuis toutes ces années-là, vraiment les choses et qu'il y a des évolutions qui sont tout à fait notables. Un point que je voulais signaler, aujourd'hui, on parle de la présidence de l'UE tenue par la France. Et on peut constater que justement, depuis 2010, c'est-à-dire juste après là, le traité, eh bien, le patrimoine tient sa place dans les programmes des présidences. Et on va voir que justement, par les nouveaux partenariats et les méthodes de travail, eh bien, il y a des groupes qui se constituent et qui permettent de faire avancer les choses sur le plan patrimonial. Alors, vous en donne 3. Attendez, je ne sais plus si j'en reparle après, excusez-moi. Non, donc je peux vous en parler maintenant. Je peux vous donner quelques exemples. En Belgique, je parle d'exemples que je connais pour y avoir participé ou pour y être intervenu. En Belgique, la Belgique, un tout petit pays, va travailler sur le thème, attendez, excusez-moi, voilà, c'est ce que je voyais en anglais. Le patrimoine, une ressource pour l'Europe, les bénéfices de l'interaction. Donc ça, c'est une chose sur laquelle la présidence belge a travaillé, les bénéfices de l'interaction. Alors, interaction entre, ça peut être entre les États membres et d'autres niveaux, ça peut être avec des professionnels, ça peut être entre le domaine du patrimoine et d'autres domaines, entre le patrimoine et le tourisme, par exemple. Ça, c'était une question qui était soulevée à Bruges. Alors, à ce moment-là, le pays peut officialiser une déclaration, et là, on propose de mieux intégrer le potentiel du patrimoine dans les politiques européennes en général, d'élaborer un plan d'action concret. Et il y a une autre proposition qui est tout à fait intéressante, c'est de créer une plateforme européenne qui pourrait regrouper des administrations, des professionnels du patrimoine, des organismes, etc. Là, on commence à voir naître cette question d'une
plateforme, hein, de travailler ensemble à la réflexion ou à la mise en place de politiques. Et qu'est-ce qui va se passer justement? Après la Belgique, la fin de la même année, va se créer l'Alliance européenne du patrimoine. Et l'Alliance européenne du patrimoine, eh bien, c'est la marque de la donnée par la société civile concernant le patrimoine et la culture. La Lituanie également va travailler en 2013 sur un thème qui s'intitule « Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen ». Alors, quand il y a une présidence comme ça européenne et qu'il y a une conférence de données sur le patrimoine et la culture sur un thème donné, ben bien sûr, les États membres sont invités, la société civile peut commencer aussi à être invitée et c'est l'occasion de dialogue, de préparation en amont de la présidence et puis également de rendu, d'études, de rapports et tout après la présidence. Et en tout cas, ce qui est très net, et personnellement, j'ai pu en voir l'évolution depuis Bruges pratiquement, hein, ça veut dire qu'il y a une sorte de fil conducteur et donc il y a des thématiques qui sont travaillées ainsi par le biais des présidences tournantes. La Bulgarie va travailler également sur le développement durable, etc. Hein. Alors, le patrimoine dans les programmes des présidences, et puis il va y avoir en 2011 le label du patrimoine européen, je vais vous en dire 2 mots, donc l'Alliance, encore, puis il va y avoir un nouveau récit pour l'Europe. On se rend compte que toujours une préoccupation du Conseil de l'Europe très présente aussi dans l'Union européenne, chez les professionnels du patrimoine, c'est de dire on peut avoir des belles idées au niveau européen, mais souvent elles ne passent pas. D'ailleurs, pour moi, le fait qu'on soit quand même si peu nombreux cet après-midi montre que la question européenne, souvent, ne passe pas. Elle reste lointaine, elle reste étrangère, alors qu'elle nous concerne. Voyez, et ce qui est important, c'est de voir comment, en faisant mieux connaître l'Europe, son patrimoine, etc., et les valeurs communes, on peut aussi renforcer un sentiment d'appartenance à l'Europe, sans pour autant être inféodé à l'Union européenne et être d'accord avec toutes les décisions qui sont prises. C'est autre chose. Mais déjà, avoir ce sentiment d'appartenance qui, en revanche, se développe à la faveur, par exemple, de la guerre en Ukraine. Voyez, donc, c'est à la faveur d'événements tragiques que, quelquefois, peut poindre un sentiment qu'on cherche à voir se développer depuis très longtemps. Et donc, le thème de la Lituanie vers une approche intégrée du patrimoine, voyez, fait son chemin et va être l'objet d'une communication de la Commission européenne qui pense que ça devient un axe important pour le patrimoine. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, ça veut dire que quand on parle du patrimoine, on ne s'intéresse pas qu'au seul patrimoine. Le patrimoine ne concerne pas, je dirais, que les gens de la culture. Le patrimoine peut concerner aussi l'agriculture, peut concerner le développement local, peut concerner d'autres thématiques et donc d'autres politiques. Et là, on voit que c'est une nouvelle manière de concevoir l'approche des politiques. Ça va pour l'heure? Ouais. Alors, le label européen, sans détailler, la décision a été prise en 2011 et l'idée de créer un label, c'était non pas de concurrencer la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui repose sur une valeur universelle et exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais l'idée, c'était d'avoir aussi un label, d'identifier des lieux, des histoires qui puissent en quelque sorte raconter l'Europe, non seulement l'histoire lointaine de l'Europe, mais aussi l'histoire de la construction européenne. Hein. Toujours dans l'idée de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union et d'encourager le dialogue interculturel. Donc là, on est dans les premières décisions en 2013, et puis évidemment, ce label avance, hein, et donc dans le dernier jury, pour l'instant, si tout est accepté, nous pourrions passer à 60 sites.
Alors, je vous ai parlé du rôle croissant de la société civile. Donc voilà, en 2011, après Bruges, là, a été créée l'Alliance européenne du patrimoine, qu'on appelle 3.3, parce que ces réseaux, c'est-à-dire Europa Nostra, le réseau ENCACT, le réseau des musées Nemo, vous voyez, ces réseaux-là se sont regroupés, une vingtaine, une petite trentaine au départ, en 2011 à Amsterdam. Et donc, nous avons constitué cette Alliance européenne du patrimoine qui se réfère à l'article 3.3 du traité de Lisbonne, sur l'union qui respecte la riche diversité culturelle et qui veille à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel de l'Europe. Donc, la société civile s'est saisie de cet article pour définir sa mission. L'incidence, donc je vous donne à chaque fois un exemple concret. Là, on était en 2011. Ben, vous voyez, 2013-2015, il y a eu un consortium de montée dont, enfin, moi, j'étais membre de cette équipe. Et là, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans les projets. C'est-à-dire qu'il va y avoir un programme de l'Union européenne qui permet un financement et plusieurs membres, que ce soit au niveau européen, ou régional, etc., peuvent s'allier pour monter une sorte de consortium. Et là, on avait à la fois en Europa Nostra, ENCACT, un réseau polonais et un réseau également Raymond Lemaire en Belgique. Et on a créé ensemble cette équipe pour répondre à l'Union européenne. Et par cette étude, le patrimoine culturel compte pour l'Europe. J'avais ajouté, pas simplement pour l'Europe lointaine, mais aussi pour nos territoires. Et là, c'était une étude vraiment décisive parce qu'on a travaillé justement avec une approche holistique que je n'ai pas le temps de détailler ici. Mais cette étude a marqué, elle a été traduite en plus d'une dizaine de langues, enfin tout du moins la synthèse, et vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Et donc maintenant, là, il y a une version française et là, vous pouvez y avoir accès extrêmement facilement. Et là, c'est au moment où l'étude a été rendue à Oslo. Et là, on voit la force de la société civile, vous voyez, non seulement de proposer des études à l'Union européenne, mais de disséminer les résultats et que les résultats peuvent avoir une incidence à nouveau sur les politiques européennes. Ici, l'idée, en 2 mots, était de dire les professionnels du patrimoine sont convaincus que le patrimoine est important. Oui, mais si on a besoin de finances, ça ne suffit pas parce que pour les financeurs, le patrimoine coûte, alors qu'on peut se rendre compte que le patrimoine coûte, mais aussi il compte. Le patrimoine peut apporter quelque chose et des valeurs sociales, etc. Voilà. Donc, il fallait démontrer l'impact positif de ce qui pouvait être fait sur le patrimoine pour la société. Et ça a été d'ailleurs à l'origine aujourd'hui d'un axe politique où on demande de fonder des politiques sur des preuves, sur des arguments probants. À la même époque, vous voyez, alors 2015, l'étude sur le patrimoine compte pour l'Europe, et la même année, et c'est intéressant de voir même les 3 événements, là je peux en témoigner, la même année, la Belgique, qui avait un rôle auprès du Conseil de l'Europe à ce moment-là, dit, nous sommes en 2015, ça fait 20 ans que la Convention de Faro est sortie, elle est importante, mais elle n'est pas assez connue. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'était le point de départ de la réflexion sur une stratégie du patrimoine pour le 21e siècle qui redéfinissait la place et le rôle du patrimoine, mais dans la Grande Europe. Donc là, on passe à cette stratégie donc, qui a demandé tout un travail passionnant, qui a abouti à une déclaration politique à Namur en avril 2015, à partir de quoi nous avons pu rédiger la stratégie qui a fait l'objet d'une recommandation du comité des ministres
au niveau du Conseil de l'Europe et qui a été lancé en 2017. Donc ça, c'est un élément important, vous voyez, et on voit bien comment il y a non seulement une porosité, mais une sorte d'enchaînement de tissage entre des événements de l'Union européenne, de la société civile et du Conseil de l'Europe. En 2 mots, je ne vais pas le détailler parce que je vois l'heure qui passe et que je vais donner aussi la parole à la Maison de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Pareil, c'est une stratégie qui travaille sur 3 composantes et l'articulation de 3 composantes, une composante sociale, une composante de développement économique et territorial et une composante sur la connaissance et l'éducation avec un système d'évaluation. L'idée derrière cette stratégie-là, ce n'est pas d'avoir un texte qui reste dormir sur des étagères, c'est vraiment d'être utile pour des associations, pour des petites collectivités ou des plus grandes, voyez, ou pour des États membres, à tous les niveaux du local à l'européen, de pouvoir s'aider. Et là, on arrive en 2021-2022, donc il y a eu tout un travail. Moi, j'ai participé à la rédaction de cet outil-là ou de plusieurs outils, de méthodologie ou de différents systèmes d'évaluation ou de fiches thématiques réalisées par des conservateurs sur les musées, l'archéologie, etc. Et pour donner un exemple, Territoire imaginaire a servi d'exemple pour montrer comment une association peut se saisir de la stratégie 21 et comment on a pu utiliser la méthode pour évaluer un projet. Et ce projet a été présenté à différents niveaux européens. Et là, un des points forts du projet, c'est de montrer comment on peut utiliser la créativité artistique pour capter en quelque sorte l'attention du public patrimonial. Vous voyez qu'on peut toucher à des aspects extrêmement divers. Le dernier élément en 2015, donc je vous ai dit l'étude, le patrimoine culturel compte pour l'Europe, le départ de la stratégie et la réflexion aussi sur un projet d'année culturelle, d'année européenne du patrimoine, en partant de l'idée que la première année avait déjà eu lieu en 1975. Donc, ça faisait 40 ans. Et donc, pour les professionnels du patrimoine, c'était de se dire, il serait peut-être quand même bien qu'il y ait à nouveau une année européenne du patrimoine qui concerne non seulement les professionnels, mais également un large public. Mais il faut du temps. Vous voyez, l'idée est née en 2015 et n'a pas pu aboutir 40 ans après la première, mais seulement en 2018. Et en 2018, donc voilà, donc pour certains d'entre vous, vous vous en souvenez peut-être, avec ce motif, notre patrimoine culturel est plus que la mémoire de notre passé, c'est la clé de notre avenir. Donc là, je ne détaille pas cette année, qui me rappelle une réflexion que nous avait faite un professionnel du patrimoine au moment où justement c'était le départ du pôle et il me semblait qu'il fallait se saisir au niveau de la région de cet événement. Et la réponse qui m'avait été faite, oui, mais c'est une année européenne, comme chaque année, il y a une année européenne, et on ne voit pas bien à quoi ça sert. Alors, effectivement, pour être juste, là, il n'y a pas toujours un résultat aussi important qu'on le voudrait à tous les niveaux. Par exemple, dans la région des Pays de la Loire, pour être très honnête, moi, je n'ai pas trouvé qu'on s'était véritablement saisi de l'année européenne du patrimoine culturel. Ça, c'est la réalité. Mais si on regarde maintenant, vous voyez, on change la focale, on se rend compte que dans d'autres régions, dans d'autres pays et au niveau européen en tout cas, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et on parle de la legacy, on parle du legs, on parle de l'héritage de 2018 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et que c'était le point de départ pour définir et orienter les politiques du patrimoine au-delà de 2018. Avec des principes clés, vous allez retrouver déjà des choses que je vous ai dites,
l'approche holistique, vous voyez, c'était relativement nouveau, mais maintenant elle est quand même acquise pour beaucoup, hein, une approche intégrée, donc qui associe le patrimoine à différents champs, autres champs de la société, une politique fondée sur des données probantes, donc on a besoin de recherche, on a besoin de statistiques, et puis qui travaille sur la coopération, et puis différents piliers que je vous rappelle ici. Et là, le LEG de 2018 va déterminer tout le cadre d'action en faveur du patrimoine culturel depuis 2019, 2020, 2021. On est toujours dans ce thème-là. Alors, je vous donne un ou deux exemples. Il va y avoir, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il fallait que je choisisse, mais des choses qui peuvent concerner vraiment le niveau local ou régional, le patrimoine culturel en action. Hein. Et là, je suis désolée, je ne l'ai pas traduite, excusez-moi. C'est un projet de peer learning, d'apprentissage par les pairs, par ses pairs. Il y a eu des choses, il y a eu un exemple à Nantes d'ailleurs, un exemple dans le Val d'Aoste en Italie et dans d'autres pays, où une région ou un secteur peut se porter candidat avec un problème particulier. Et donc là, un atelier va être monté pour faire participer d'autres personnes d'une autre commune, d'une autre association, experts ou non experts sur la question, et par un système d'échange peuvent avancer et faire progresser leur travail. Et là, c'est tout à fait intéressant d'échanger les expériences et les connaissances au niveau local. Et c'est traité par un consortium également qui s'occupe de ça autour d'Eurocité. Alors, on arrive à la politique actuelle. La politique actuelle, c'est avec donc la nouvelle commission de Ursula von der Leyen, qui a pris la commission, et avec Maria Gabriel, une jeune femme bulgare qui est la commissaire en charge du patrimoine, de la culture, de la jeunesse, etc. Et Madame von der Leyen a tout de suite misé, elle, sur le pacte vert. Donc, c'était un élément extrêmement fort de la politique européenne, hein, comme vous le savez, le Green Deal, le pacte vert. Et disant elle-même, je veux que le Green Deal européen devienne le signe distinctif de l'Europe face, et c'est assez intéressant à noter, à une double transition, à la fois climatique et numérique. Donc, on a une nouvelle commission, une nouvelle orientation politique, mais qui utilise tous les acquis que je vous ai développés précédemment. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez maintenant, j'espère que je vous montre clairement le fonctionnement. La société civile, alors des chercheurs, des universités ou un consortium, comme je vous l'ai dit, va pouvoir se saisir de cette question et faire une réponse à la commission. La réponse à une commission parce qu'on a appelé le papier vert du patrimoine culturel européen, hein, qui a été rendu. Donc, Madame Ursula von der Leyen a fait son discours en septembre 2019 et l'étude a été rendue en mars 2021. Et donc, là, on a toute une base rédigée par des scientifiques, des universitaires, des experts, etc., qui vont travailler sur cette question-là pour montrer que le patrimoine culturel a tout intérêt à se saisir de la politique du pacte vert, mais que le patrimoine aussi peut être un atout également pour la politique du pacte vert. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est quelque chose de tout à fait important. La culture et le patrimoine vont faire pour la première fois leur apparition dans le G20. Donc là, c'était un grand stress, oui, quelque chose de très, très important, puisque nous avons été plusieurs à être sollicités pour présenter quelque chose dans le cadre des travaux préparatoires. Et donc, ça se passait pendant la présidence du G20, la présidence italienne.
hein, et qu'il y a eu des différents séminaires sur la protection du patrimoine, mais également le patrimoine et les changements climatiques, le patrimoine et l'éducation, puis le patrimoine également et l'implication de la société et des citoyens, qui rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la convention de Faro. Donc pour terminer, eh bien, nous sommes pendant la présidence française du Conseil de l'UE. Bon, autour de 3 mots-clés, mais ça, c'est la règle, hein. À chaque fois, il faut des mots-clés. Donc, les mots sont nécessairement très généraux, hein, relance, puissance et appartenance. Et souvent, la traduction de l'anglais au français ne dit pas exactement la même chose. Et là, je vous montre des événements qui donc ont été programmés par la France dans le cadre de la présidence française. Donc, on revient sur ce que je vous ai dit, quelque chose sur le label, pardon, pour ma faute, le label du patrimoine européen, puisqu'on arrive à un bilan des 10 ans, et donc nous avons eu une réunion pour voir comment faire évoluer ce label et comment le faire mieux connaître. Également en mars, tout un travail sur les risques patrimoine et architecture, quels risques et quelle expérience en Europe. Donc là, l'Ukraine, évidemment, était tout à fait, faisait partie d'une actualité extrêmement vive sur ce sujet, hein, tous les risques. Je n'ai pas le temps de développer ici. Quelque chose sur les musées également, avec des défis pour l'avenir. À Angers, puisque c'était dans notre région d'où provient notre ministre de la Culture, Madame Bachelot, il y a eu la réunion informelle des ministres en charge de la culture avec une déclaration spécifique sur l'Ukraine et sur les risques. Et puis, il peut y avoir des actions qui peuvent être labellisées, notamment il y aura quelque chose sur les itinéraires culturels. Parce que c'est, évidemment, moi je vous ai présenté le début de ces actions-là avant 1992 ou depuis 2011. Bon, 10 ans après, voyez, on arrive à pratiquement une 60aine de sites en Europe. Et je ne suis pas sûre que tout le monde ici ait entendu parler du label et que tout le monde connaisse ces sites, et ça ne me surprendrait absolument pas. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire pour faire connaître cela. Également, vous rappelez les routes, les itinéraires culturels, donc avec une incidence culturelle, une incidence touristique. Là, maintenant, le nombre s'est considérablement développé, puisqu'il y en a 45 en Europe, mais ces itinéraires eux-mêmes rassemblent plusieurs pays. Donc là, la coopération est extrêmement développée et stimulée par le programme du label européen et par le programme des itinéraires culturels. Donc, ça demande évidemment de s'informer, d'être informé. On ne peut pas s'informer sur tout. Et le réseau ENCACT et les grands réseaux européens fournissent beaucoup d'informations, mais dans bien des cas, elles sont en anglais. Mais on peut retrouver sur les sites du Conseil de l'Europe, qui a les 2 langues obligatoires, le français et l'anglais, mais également sur le site de l'Union européenne, une documentation assez riche, mais il faut quand même les chercher, les trouver, les analyser, les comprendre, les remettre en perspective, et ça, c'est tout un travail. Et puis 2022, je vais terminer là-dessus sur l'année européenne de la jeunesse, presque passer le flambeau aux maisons de l'Europe, puisque je pense que la jeunesse fait partie des thèmes importants ou des publics importants, me semble-t-il, pour les maisons de l'Europe. Donc, pour ce qui me concerne, je vous remercie de votre attention. J'espère surtout que j'ai essayé que ça vous donne une idée de la profondeur et que ça reste entendable. J'ai essayé que ça puisse être, on ne peut pas dire pas complexe parce que ça l'est, mais qu'au moins vous avez pu saisir le déroulé. J'ai essayé d'illustrer avec des exemples. Et puis, en tout cas, je vous souhaite d'être intéressés à l'avenir par l'Europe et tout ce qu'elle nous enseigne sur le plan du patrimoine et de la culture. Je vous remercie.
Merci beaucoup Claire pour ce déroulé complet, historique et puis avec donc des exemples sur tout ce que vous avez abordé. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec Madame Arquat, donc directrice de la Maison de l'Europe, qu'on a invité à présenter en fait, qu'on invite à participer pour présenter pardon, les missions de la Maison de l'Europe située à Nantes. Merci Sophie. Juste avant de commencer, juste me permettre vraiment de remercier Madame Girolabalt pour son exposé et la clarté. On sait que l'Europe, c'est souvent un sujet qui paraît distant, c'est souvent un sujet complexe, c'est souvent un sujet touffu. Donc là, on a abordé la question de la culture et du patrimoine, mais on pourrait faire les mêmes réflexions quand on traite du numérique, de l'économie, du social, de la santé. L'Europe, c'est tellement vaste et tellement dense, mais vraiment, merci. C'était d'une clarté limpide et ça m'a donné des idées. Je pense que je ne manquerai pas de vous recontacter parce que vraiment d'arriver à rendre aussi clair, comme vous l'avez fait, tout ce qui a été fait dans le champ de la culture et du patrimoine. Vraiment, merci beaucoup à vous. Ça m'a rappelé des choses d'ailleurs sur lesquelles il faut qu'on revienne aussi avec nos publics. C'est vraiment très précieux. Donc vraiment, vraiment un grand merci. J'ai passé un très bon moment, si vous voulez tout savoir. Alors moi, je vais être sur quelque chose de malheureusement beaucoup plus terrain et beaucoup plus concret que Madame Girolabalt. Et vous présenter voilà, ce qu'est une maison de l'Europe. Vous l'avez évoqué, Madame Labalt, elles ont été créées à la fin des années 40, ces maisons de l'Europe, ce réseau de maisons de l'Europe, et regroupées en fédération à partir de 1961. Donc ça, c'est pour le petit passage dans l'histoire, sachant qu'elles avaient pour vocation vraiment initialement de travailler sur les questions de citoyenneté européenne. Les missions se sont un petit peu étoffées au fil des années. Mais aujourd'hui, on partage à peu près le même cahier des charges. Donc, ce que je vais vous dire sur la Maison de l'Europe de Nantes vaut à peu près pour l'ensemble de mes collègues sur le territoire national, avec, et puis j'insisterai sur les quelques spécificités nantaises que nous avons. Alors, pour notre part, donc on a été créé dans les années 2000. On est une association de loi 1901, ce qui est le cas à peu près de tous mes collègues. On a été créé à l'initiative de partenaires institutionnels, la région, la ville de Nantes, le conseil départemental, mais également l'université de Nantes, des associations nantaises qui étaient déjà impliquées sur ces questions-là, des associations plutôt militantes, un type Mouvement européen 44, voilà, et puis des militants. Attendez, j'ai déplacé un petit truc qui me gêne sur l'écran. Voilà, des militants impliqués dans la promotion de la citoyenneté européenne et de la cause européenne, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on a voilà, des partenaires récurrents. Alors, pour les Nantais ou les Ligériens que vous connaissez peut-être, comme le Centre culturel franco-allemand, le Centre culturel franco-britannique, franco-italien ou franco-espagnol. On travaille beaucoup également avec Alliance Europa, que vous connaissez peut-être, qui est une des composantes de l'Université de Nantes, et Euradio, qui est un média à la base nantais, qui aujourd'hui devient un média national et bientôt européen, centré sur la question de l'Europe et des territoires. Donc ça, c'est pour le point de départ. Alors, les missions que je partage donc avec mes collègues des 37 autres maisons de l'Europe en France, on est à peu près bien répartis sur le territoire, avec peut-être sur les Pays de la Loire une plus forte représentation, puisque j'ai des collègues dans tous les départements. Hein. Vous trouvez une maison de l'Europe au Mans, à Angers, à Laval, et en Vendée, vous n'avez pas de maison de l'Europe, mais Ville de la Roche-sur-Yon, qui est labellisée Europe Direct et avec qui on travaille de façon récurrente. Donc, les missions de la Maison de l'Europe, ce sont celles-ci. C'est avant tout l'accessibilité de l'information pour tous les citoyens, toutes les citoyennes, tous les habitants. Donc, nous, on est vraiment un point d'entrée sur tout ce qui touche à l'Europe. Quand je dis tout, c'est vraiment aussi bien des sujets complexes comme ceux qu'on vient d'aborder. Il y a des politiques publiques et voilà, les agendas et les stratégies, comme des choses très quotidiennes. Donc, on est vraiment un point d'entrée sur l'Europe, une fenêtre ouverte sur l'Europe et ses institutions.
Le soutien et l'accompagnement à la mobilité en Europe et principalement des jeunes, je reviendrai un petit peu là-dessus. Ça, c'est vraiment des axes forts que nous avons aujourd'hui. La connaissance et la compréhension de la diversité culturelle européenne sous toutes ses formes. Donc là, ça rejoint clairement le propos de Madame Giraud-Labalt. Donc, on est vraiment sur faire vivre l'Europe. Parce qu'au-delà de la faire comprendre, il y a dans l'idée des maisons de l'Europe de la faire goûter, c'est un peu le mot que j'emploierais. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que l'Europe, c'est quelque chose de distant, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus proche de nous. Ça peut se partager en musique, ça peut se partager par la gastronomie, ça peut se partager justement par la littérature, ça peut se partager par tout un tas de moyens matériel et immatériel. Et donc, l'Europe, ça se goûte et ça se découvre. Et nous, on essaie de faire vivre cette diversité culturelle. Le quatrième axe que nous avons, c'est tout ce qui est réflexion, échange, mise en débat, un petit peu de formation, notamment via l'organisation de temps forts. On fait beaucoup de conférences. La pandémie nous a appris à faire beaucoup de webinaires, évidemment. Et on organise également des expositions, on a des workshops. Voilà, il y a des choses que l'on produit nous-mêmes, des choses que l'on coproduit avec des partenaires et des choses que l'on accueille. Vous verrez après qu'on a un lieu qui s'y prête assez bien à Nantes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une part importante de notre activité, que c'est temps fort autour de toutes les thématiques liées à l'Europe. Et puis, on a une dernière mission qui est plutôt sur la créativité et l'innovation. Tout ce qui est croisement des compétences, en gros, on essaye de développer la synergie entre acteurs et de favoriser l'émergence de projets. Donc ça, c'est une mission qui est peut-être un peu plus spécifique à la Maison de l'Europe nantaise, mais en tout cas, c'est quelque chose en lequel on croit beaucoup. On est réunis donc en réseau dans le cadre de la Fédération française des maisons de l'Europe. Je vous dis, nous sommes 37. On a un regroupement interrégional qui s'appelle le MEGOC, qui est le réseau des maisons de l'Europe du Grand Ouest et du Centre. Donc, en gros, ça va de la Bretagne jusqu'à la région Centre, et également l'Eure, voilà, et toute la région Pays de la Loire. Et puis, dans le cadre d'un regroupement régional Maison de l'Europe des Pays de la Loire, parce qu'on collabore très bien ensemble. Petit focus sur la mobilité des jeunes. Vous avez parlé d'année européenne de la jeunesse. Ben voilà, effectivement, j'avais un petit peu prévu de mettre un petit zoom là-dessus. Je ne m'attarde pas, mais pour nous, c'est vraiment central. On pense que vraiment l'Europe d'aujourd'hui, c'est celle que vivront les jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans, et que la mobilité est un bon moyen de découvrir l'Europe, la culture et de se l'approprier. Un jeune qui part, par exemple, en service civique ou en corps européen de solidarité, ce qu'on appelait avant le volontariat en Europe, ce n'est pas le même quand il revient 6 mois après. Il a élargi en général, évidemment, son horizon géographique, mais surtout son horizon culturel et son acceptation et sa curiosité, son appétence pour tout un tas de choses qui touchent à l'Europe. Et pour nous, c'est vraiment fondamental que d'accompagner ces jeunes dans les projets. Alors souvent, ce que vous connaissez, c'est le programme Erasmus, qui est le programme d'échange dans le cadre des études, mais en fait, il existe vraiment énormément de dispositifs de mobilité pour les jeunes, d'ailleurs aussi pour les moins jeunes, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi des possibilités dans ce cadre-là. Et pour les jeunes, il existe énormément de choses, et donc nous, on s'attache à en faire la promotion, à lever les barrières et les stéréotypes qui peuvent être liés, et à accompagner les jeunes dans la maturation de leurs projets. Donc vraiment, c'est un point important et évidemment, dans le cadre de cette année européenne de la jeunesse, c'est tout particulièrement sensible pour nous comme sujet. Alors, je vous ai mis quelques petits exemples, voilà, un peu imagés de temps forts que l'on a pu organiser. Bon, les portes ouvertes des associations, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la Maison de l'Europe à Nantes, elle a une particularité, c'est que c'est un peu une fédération d'associations, c'est-à-dire qu'on regroupe à peu près une quarantaine d'associations, que ce soit des centres culturels, des associations binationales, des associations militantes. Et puis, on a à peu près, dans l'utilisation de notre bâtiment, à peu près 70 acteurs, entités, on va dire, qui utilisent nos locaux pour faire un certain nombre d'actions. La Belle Europe Direct, je vais y revenir après. On a fait des choses, qu'est-ce qu'on a fait? En bas, vous avez Europa Mix, qui est une action jeunesse où on a regroupé dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a eu lieu pendant près de 2 ans, pour permettre aux 27 pays de s'exprimer justement sur tout un tas de sujets, dont la culture d'ailleurs, sur le futur désirable qu'ils souhaitaient pour l'Europe. Et nous, on a fait tout un tas d'opérations comme ça, assez interactives, où les gens ont pu s'exprimer sur ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient de l'Europe pour les années à venir. Et c'était très intéressant d'ailleurs de faire parler ces jeunes et de voir la vision qu'ils avaient de l'Europe, qui est souvent un petit peu en décalage avec
avec celle des plus anciens. On fait aussi des choses hors les murs, des cafés pays, des soirées étudiantes, etc. Je ne m'attarde pas trop. Juste vous indiquer que donc, nous sommes labellisés, comme tous nos camarades d'ailleurs des Pays de la Loire, Europe Direct. Donc ça, c'est un label qui est attribué par la Commission européenne. Donc on répond à un appel d'offres et là, on est labellisé pour les 5 ans à venir, jusqu'en 2025. Donc c'est un label très important puisque ça fait de nous un centre de ressources. Ça nous donne accès à tout un tas d'outils pédagogiques, d'outils de médiation culturelle, mais également de publications, et à un réseau très, très intéressant, puisqu'il y a quand même 424 centres qui sont répartis sur l'ensemble des 27 pays de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, on est 38 en France, mais il y en a 424 en Europe. Donc, pour créer des ponts et des coopérations, c'est très intéressant. C'est aussi souvent, quand on monte, par exemple, des projets européens, des très bons points d'entrée pour aller chercher des partenaires sur les territoires de façon assez fine. Donc, dans le cadre de ce centre de ressources, on met un certain nombre d'informations à disposition du public. On a une très abondante documentation, à la fois vulgarisée, mais quelquefois très experte sur certains champs de politique publique. On conseille et voilà, on répond à toutes les attentes, on encourage le débat local, donc vous voyez que ça croise un peu les missions des Maisons de l'Europe. On a une fonction de remontée, d'alerte, entre guillemets, des sujets de préoccupation des citoyens. Donc, vous imaginez bien, sur la crise en Ukraine, en ce moment, on est vraiment dessus. Et puis, on développe des dispositifs d'animation et on organise là aussi des événements. C'est un label qui est vraiment très important pour nous. Voilà, on crée aussi, ça nous arrive de créer des ressources, des outils de médiation. Là, c'est une petite expo qu'on avait fait sur la mobilité en Europe. Alors, les publics auxquels on s'adresse sont les suivants. On travaille évidemment beaucoup avec le grand public, beaucoup avec les scolaires, de la maternelle au lycée. On a toute une offre à leur disposition. Ça peut aller de la vulgarisation sur les institutions européennes. Comme l'a fait remarquer Mme Girolabal, c'est toujours un peu compliqué de se retrouver dans les institutions européennes. On a des choses sur l'histoire, on a des choses sur les langues, des choses sur les stéréotypes, on a des choses sur la découverte des pays, on a des choses plus ludiques aussi. Voilà, donc des choses que l'on propose à différents niveaux de l'enseignement. On s'intéresse évidemment aux jeunes et tout particulièrement à ce qu'on appelle les jeunes ayant moins d'opportunités, les publics un peu plus éloignés. On a un vrai travail sur cette question de l'inclusion des publics, on va dire, un peu plus indifférents, sceptiques ou moins convaincus par les questions européennes. Entendez vous dire qu'on a un petit peu de travail sur la question. On travaille avec les acteurs d'intermédiation, que ce soit les associations ou les acteurs de l'éducation populaire, par exemple, les collectivités locales, beaucoup avec les collectivités locales. Les entreprises, on en a quelques-unes, et puis beaucoup les médias. Donc, nous, vraiment deux grandes branches dans ce que l'on fait. La promotion des cultures européennes au sens large et un travail autour de l'éducation à la citoyenneté européenne. C'est un peu les deux branches de nos actions. Je vous ai cité les 5 missions, et ça, c'est les deux branches de nos actions. On s'intéresse après en termes de public aussi bien au territoire urbain qu'en zone rurale. J'avance un petit peu. Je vous remets quelques chiffres. Alors évidemment, les chiffres sont un peu faussés. Comme tout le monde, on a pris 2 ans de pandémie qui ont vraiment bouleversé nos activités. Mais en temps normal, c'est à peu près 3 000 à 4 000 élèves par an pour ce qui concerne la Maison de l'Europe à l'échelle du département de la Loire-Atlantique. C'est à peu près, en termes de formation, 400 personnes. Quand on est sur les sessions d'information thématiques, notamment la mobilité, c'est entre 300 et 400 personnes. Les événements grand public, vous comptez entre 5 et 6 000 personnes. Les conférences débats, les expositions, maintenant, on est en train de redévelopper ça un petit peu parce qu'on a un espace qui nous le permet. Alors, petite spécificité nantaise, ce que vous ne retrouverez pas dans les autres maisons de l'Europe, on a, nous, un lieu qui s'appelle Europa Nantes, qui est situé sur l'île de Nantes, boulevard de la Prairie-Audique, pour ceux qui repèrent à peu près. C'est un lieu qui fait 1000 m², qui est vraiment entièrement dédié à l'Europe et qui se veut vraiment un lieu à la fois pour mettre en visibilité ces cultures européennes et ces questions de citoyenneté, et qui est vraiment un lieu d'accueil pour le public, pour les événements, pour les acteurs du territoire. Et donc, du coup, on travaille aussi bien avec les mondes associatifs, culturels, éducatifs, académiques, économiques, artistiques, médiatiques. Enfin, si je vous décrivais le programme que l'on a, en gros, on fait à peu près 70 gros événements, en dehors des cours de langue, des interventions scolaires, des choses un peu classiques que l'on peut faire. Donc, c'est vraiment un lieu très, très ouvert. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En tout cas, il a vocation à donner une visibilité directe sur les actions, un accès rue, voilà, quelque chose de très facilitant. En tout cas, c'était le souhait des financeurs de quelque chose de très accessible.
pour ceux qui ont connu la Maison de l'Europe dans l'ancien temps, si je peux dire, on était au 3e étage d'un appartement haussmannien rue de Strasbourg. Donc, vous imaginez, ce n'est pas du tout la même approche des choses. Donc voilà, on a voulu quelque chose de très, très ouvert. Et c'est aussi à votre disposition si vous souhaitez faire quelque chose dans nos locaux. Je ne m'étale pas trop sur les perspectives qu'ouvre ce nouveau lieu. Je vous laisserai en prendre connaissance parce que j'imagine que vous allez transmettre aussi le PowerPoint. Mais vraiment, l'idée, c'est de partager cette conviction européenne au plus près des habitants, d'essayer de favoriser le travail en réseau. Donc, je vous remercie de la sollicitation parce que ça, par exemple, c'est un pont qu'on n'avait encore jamais fait et que je trouve très, très intéressant. C'est une première petite pierre. Il peut y avoir ensuite des choses, vraiment d'être un outil au service de la compréhension des transformations sociétales. Madame Giraud-Laval parlait tout à l'heure de la programmation de Madame van der Leyen et du Green Deal et de toutes ces nouveaux axes qui ont été impulsés depuis son arrivée. Nous, on est vraiment un outil au service de cette compréhension-là et de ce que ça implique derrière. Donc, favoriser la solidarité, la prise en compte des communautés, on est clairement dans la traduction de ça depuis le début du conflit en Ukraine, puisqu'on accueille dans nos murs une association franco-ukrainienne qui s'appelle Trizub, avec qui nous avons engagé à la fois des actions de solidarité, de collecte et de choses comme ça, des actions humanitaires sur l'accueil des ressortissants, et puis de l'accompagnement à l'insertion. Donc très clairement, on est sur ces dimensions-là aussi. Développer la connaissance de la diversité culturelle, on le fait avec l'aide de toutes nos associations. Donc, ça peut être des Russes, des Géorgiens, des Espagnols, des Italiens. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis, les questions de transmission et de jeunesse, je ne reviens pas dessus. Des petites choses, mais je vous laisse aussi découvrir. On a des petites choses dans le lieu qui facilitent, on va dire, ces éléments-là. On a des nouveaux aménagements intérieurs qui ont été faits dans le lieu, comme un bar avec, ça peut paraître anecdotique, mais la culture européenne, ça se goûte et ça se déguste aussi. Donc, on a une carte de vin, de bière et de soft aussi, hein, des choses sans alcool, mais européennes, parce que la culture européenne, c'est aussi ça. Voilà, on a un studio radio, donc Euradio enregistre 3 émissions par semaine en direct chez nous, dont une partie en langue étrangère, donc la question de la langue est aussi prégnante. Ça nous permet de faire aussi des expositions. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? On a mis en place une saison culturelle, ça c'est assez nouveau, qu'on essaie de construire un petit peu de façon croisée avec nos associations. On a des focus thématiques que l'on fait en lien avec l'actualité européenne, évidemment. Voilà, et puis voilà, des petites choses sur les priorités 2022. Donc, on a retravaillé nos liens avec les collectivités du département. Je vous parlais de notre action à l'échelle du département. Donc, on travaille avec les petites collectivités. Je pense franchement que sur la question du patrimoine, elle serait très preneuse d'aide, d'appui, de conseils sur ces questions-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En vous entendant, Madame Giraud-Laval, pour moi, c'était une évidence. La question de la jeunesse, l'amplification de nos actions pédagogiques en direction des scolaires, je ne reviens pas dessus, le collectif d'associations, la synergie de compétences et l'inclusion sont vraiment nos priorités de travail. Voilà ce que je peux vous dire. On est une petite équipe de 10, donc ce n'est pas une grosse équipe, mais voilà, très ouverte à l'accueil de projets, très ouverte à l'accueil de partenaires nouveaux que l'on pourrait nouer, en tout cas tout ce qui peut concourir à mieux faire connaître l'Europe, mieux la faire comprendre, faciliter les croisements entre pays européens. On est tout à fait preneur et tout à fait ouvert. Très bien, écoutez, merci Madame Arquette pour cette présentation aussi concrète et pragmatique. Et je pense que les 2 présentations étaient assez complémentaires puisque voilà, il s'agissait aussi de, comme disait Claire Giraud-Laval, de débroussailler un peu le terrain et puis de voir un petit peu vers qui on pouvait se tourner. Je propose aux participants désormais de poser leurs questions s'ils le souhaitent. C'est un temps d'échange. Voilà, alors il y a eu aussi beaucoup d'informations, donc c'est vrai qu'on peut mettre le temps à digérer l'information. Mais en tout cas, voilà, la parole est ouverte à tous. Juste en profiter aussi par retour des choses de remercier Madame Arquette. Je trouve très intéressant
d'entendre effectivement le point de vue sur la Maison de l'Europe et que moi, je me réjouis d'aller découvrir votre lieu parce que je me souviens de la rue de Strasbourg et j'avais d'autres contacts à Angers pour les étudiants et je trouve que vis-à-vis de la jeunesse, de tout ce que vous avez dit, je trouve que c'est vraiment, là, vous êtes vraiment là, la cheville ouvrière de tout ce qui peut permettre de faire découvrir l'Europe, faire partager, faciliter l'accès. Enfin, en tout cas, je vous remercie. C'était très intéressant. Vous êtes la bienvenue, quand vous voulez. Avec plaisir. En tout cas, quand on parle de la valeur du patrimoine pour la société, très souvent, si vous voulez, on part du patrimoine et des experts. Là, on part des habitants, on part des communautés patrimoniales. Donc, ça peut être des habitants, ça peut être bon, des gens qui étudient le patrimoine, peu importe, ou qui l'utilisent et qui vont se sentir une responsabilité. La responsabilité est quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas si je réponds dans le vide et c'est peut-être pas du tout ce que vous souhaitez savoir. Ah, bon. Donc, vous m'arrêtez dès que… La question est Voilà. arrivée. Le message est arrivé, Pardon. Claire. Donc, la convention de Faro. Oui, Marseille, voilà. Voilà. Alors voilà, par exemple, à Marseille, Marseille est une des premières villes, Marseille, et puis en Roumanie, enfin j'oublie les noms maintenant, mais ils vont me revenir. Ils ont travaillé en coopération avec différents pays en Europe, et Marseille est donc en France, et bien que la France, en tant qu'État membre, n'ait pas signé, n'ait pas ratifié la convention, ça n'empêche pas la ville de Marseille de travailler sur Faro, de participer étroitement à ce qu'on appelle le plan Faro, qui a été utilisé en particulier dans les quartiers nord de Marseille. Donc ça, c'est pour moi intéressant parce que sur le plan social, c'est pas du tout, on part pas du tout d'une vision descendante du patrimoine avec ceux qui savent, qui vont dire ce qu'il faut faire sur le patrimoine, mais on part éventuellement d'un quartier, alors d'une communauté, même s'il faut faire attention à la manière dont on emploie le mot en France. Le mot communauté n'a pas le même sens dans les autres pays. Mais bon, un groupe de personnes dans un quartier, par exemple, populaire à Marseille, a pu, dans le cadre de Faro, s'investir dans son quartier, découvrir son quartier. Ils ont monté un café, ils ont monté un restaurant, des promenades, des balades à Marseille. Enfin, différentes choses qui vont me revenir comme ça dans les minutes suivantes quand on se sera quitté. Mais là, c'était tout un fait intéressant parce qu'il y a une approche à la fois sociale et on ne part pas de grandes recherches historiques. On va partir avec les personnes, avec les gens qui sont présents. Et ça peut être quelque chose de très, très puissant. Parce que, si vous voulez, non seulement on reconnaît le patrimoine, mais on reconnaît la valeur aussi des personnes qui vont reconnaître leur patrimoine. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi dans le cadre de la stratégie. Donc, ça ne s'adresse pas du tout à des personnes avec un critère d'études universitaires, de bagages scientifiques. Non, ça s'intéresse à un public, quel qu'il soit, qui va être concerné par son patrimoine rural, par son quartier, vous voyez, par quelque chose qu'ils veulent défendre et pour lesquels ils se sentent responsables. La question de la responsabilité du patrimoine. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez me dire, mais je parle de cette responsabilité parce qu'en France, enfin, je généralise, mais souvent on a tendance à dire « Oh ben quand même, la ville, l'État, le département pourraient faire quelque chose ». Oui, bien, dans bien des cas, les collectivités, d'accord, pourraient faire quelque chose. Mais on a toujours tendance à reporter la responsabilité sur l'État et les collectivités. Mais alors, c'est une part, mais les personnes, les usagers ont aussi et leur mot à dire et ils ont aussi une responsabilité. Ils ont aussi des droits et des devoirs vis-à-vis de ce qui pour eux est du patrimoine. Et ça touche à la question des droits culturels, etc. C'est quelque chose de très, très intéressant. Regardez la stratégie 21. Bon, évidemment, je la défends depuis qu'elle existe, mais vous pouvez la trouver facilement sur le site du Conseil de l'Europe, en français. Et là, maintenant, il y a un certain nombre d'outils. On doit retravailler à la traduction en français d'un MOOC
c'est-à-dire d'une formation à distance, pas par correspondance, mais gratuite, par petits modules qui permettent d'utiliser cette stratégie pour toutes sortes de projets. Merci Claire pour la réponse qui, je crois, correspondait aux attentes de Monsieur Rival. Marie-Louise Gurjan qui nous a, qui a introduit la session de la clôturer. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir, encore une fois, d'accueillir des intervenants sur des sujets aussi pointus. Et puis, je pense et j'espère que ça aura répondu aux interrogations de chacun. Voilà, Marie-Louise. Merci Sophie pour l'animation de cette séance des connexions. Je vais redire un petit peu ce qui a été déjà dit, dire que j'ai énormément appris de choses. Je pense qu'après coup, c'était vraiment une très très bonne idée d'organiser cette séance des connexions. Les deux exposés ont été d'une grande clarté et montré à la fois la complexité et la richesse énorme. Et c'est vrai qu'à nous, Paul aussi, peut-être de se saisir d'un certain nombre de ces questions et de mieux d'en faire une ressource pour nos adhérents et pour les acteurs du patrimoine en Pays de la Loire. C'est vrai que parfois, Claire, tu as évoqué l'exemple de la journée européenne, de l'année européenne qui n'avait pas été très très bien défendu en Pays de la Loire, c'est peut-être quelque chose que nous devons en tête pour le futur. Peut-être que ça peut être aussi un des rôles du pôle de se saisir de certains éléments de ce type d'initiative pour les porter et de la même façon en partenariat avec la Maison de l'Europe. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on aura travaillé ensemble. Et donc voilà, je voudrais remercier ceux qui ont participé de leur présence. Ce sera publié sur le site internet, donc j'espère que de nombreux autres adhérents du pôle vont profiter de cette opportunité pour prendre connaissance de la richesse de vos propos et que voilà, et, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.